Je vais vous raconter la guerre la plus mémorable de l'histoire, celle d'Hannibal le Carthaginois contre Rome. C'est ainsi que Tite Live, l'historien romain, décrit la fantastique campagne militaire qui fit entrer Hannibal dans la légende. Hannibal est l'un des grands généraux de l'histoire. Personne avant ou après lui n'a jamais vaincu les légions romaines avec une telle aisance. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal et ses troupes traversent les Alpes et font de l'Italie un champ de bataille. Les armées romaines dépêchées pour le contrer sont déroutées, décimées, anéanties. Voici l'histoire d'Hannibal. Le génie d'Hannibal tient en 3 points cruciaux. Premièrement, c'était un stratège hors pair. Il savait gérer différents corps d'armée. Deuxièmement, il parvenait toujours à motiver ses hommes, bien qu'ils soient d'origine différente. Pour lui, les troupes oubliaient les privations et se démenaient au combat. Troisièmement, il lisait dans les pensées de ses adversaires, il anticipait leurs stratégies, il se servait de leurs erreurs et les retournait contre eux. À l'aube du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la carte politique de la Méditerranée est encore en pleine évolution. Rome et Carthage en Afrique du Nord se disputent la domination de l'ouest de la Méditerranée. Située à proximité de l'actuelle ville de Tunis, Carthage est l'épicentre d'un empire redoutable. La cité s'est enrichie en maîtrisant les routes marchandes de la Méditerranée et contrôle les réserves d'étain, d'or et d'argent. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage était l'une des plus riches puissances méditerranéennes, voire la plus riche. Cette richesse, elle la devait d'une part au commerce et d'autre part aux terres fertiles d'Afrique du Nord. À cette époque, Carthage cultivait du blé et l'exportait jusqu'à Athènes. Elle produisait aussi de l'huile d'olive et sans doute du vin. Rome, fondée à peu près à la même époque que Carthage, environ 800 ans avant Jésus-Christ, est l'autre grande puissance montante. Son pouvoir ne repose pas sur le commerce, mais sur une armée citoyenne impitoyable. La société romaine accordait une grande importance à la guerre. Un aristocrate ne jouissait de prestige que s'il était un général victorieux. Il n'était accueilli triomphalement que si son armée avait tué 5000 ennemis en une seule bataille. Il en était de même pour les classes inférieures. 15 à 50% des jeunes paysans servaient dans l'armée pendant 5 à 7 ans. La mort et la violence faisaient partie intégrante de la société. Carthage, elle, est une puissance maritime. Elle entretient une flotte immense pour protéger ses routes marchandes en Méditerranée. Ces ports, cachés derrière les remparts de la ville, sont totalement artificiels. Pour les créer, il a fallu creuser 300 000 mètres cubes de terre et de roches. L'avant-port rectangulaire abrite la flotte marchande. Il protège l'arrière-port militaire. Une seule issue très étroite permet l'accès de ce havre circulaire. En temps de guerre, on la bloque avec des chaînes. Ces quais peuvent accueillir 220 navires de guerre. Ils permettent aux Carthaginois d'entretenir la flotte la plus rapide de la Méditerranée. On a récemment mis au jour les restes de leur fondation. Les marchands carthaginois n'ont pas de goût particulier pour la guerre. Cette classe fortunée préfère embaucher des mercenaires. Face à Rome, ils sont confrontés à un ennemi aux mœurs bien différentes. L'empire carthaginois repose sur le commerce. Ses habitants réfléchissent en termes de profit et de pertes. Ils ont recours à la force pour gagner de l'argent. Mais quand les coûts engendrés dépassent les bénéfices, ils négocient la paix.
Pour les Romains, en revanche, c'est tout ou rien. S'ils s'engagent dans une guerre, c'est pour la gagner. Ils se battent jusqu'au bout. Quand ils gagnent, ce qui est presque toujours le cas, ils attendent de l'ennemi une soumission totale. Avant la naissance d'Hannibal, en 247 avant Jésus-Christ, les deux nations se sont déjà affrontées. Rome fut victorieuse et les marchands carthaginois majoritaires dans le Sénat négocièrent la paix. Le traité qu'ils signèrent les força à céder des terres en Sicile et en Corse. Leur domaine se réduisit comme peau de chagrin, alors que Rome annexait la Sardaigne. Mais plus grave encore, cette guerre que l'on nomme la première guerre punique, leur coûta le contrôle des mers. Petit garçon immergé dans un monde de soldats, Hannibal a une enfance hors du commun. À 9 ans, on l'emmène en Espagne où est basée l'armée de son père. Près de 40 ans vont alors s'écouler avant qu'il ne revoie sa terre natale. La première guerre contre Rome a permis à Carthage de s'implanter au sud de l'Espagne. Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, décide de consolider ce premier jalon. Il jette les bases d'un nouvel empire pour compenser les territoires perdus par les marchands. En ce temps-là, la Méditerranée se composait de plusieurs gros blocs. L'Égypte, la Syrie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Chacun comptait entre 3 et 6 millions d'habitants. L'Espagne était particulièrement puissante. Elle était divisée sur le plan politique, mais elle possédait une ressource considérable, des mines d'argent. Ces mines servaient à fabriquer de la monnaie, et l'argent est le nerf de la guerre. C'est l'étude de la glace au Groenland qui nous a confirmé l'existence de ces mines. En creusant dans la glace jusqu'au niveau de l'Antiquité, on a trouvé une pollution au plomb. Le plomb et l'argent sont exploités conjointement. On a donc pu estimer les volumes de plomb et d'argent prélevés en Espagne au IIIe siècle. Ils ont beaucoup travaillé, et elles représentaient des ressources énormes pour Carthage. Adolescent, Hannibal mène une vie de soldat aux côtés de son père. Il n'y a pas de meilleure école pour apprendre à diriger une armée. L'expédition carthaginoise a pour mission première de renforcer son emprise sur la péninsule ibérique. Mais personne n'ignore qu'à terme, c'est Rome qui est visée. En 229 avant Jésus-Christ, alors qu'Hannibal a tout juste 18 ans, Hamilcar, son père très charismatique, est tué lors d'une bataille contre une tribu ibérique. À ce mort, c'est Hasdrubal le Beau, son gendre, qui prend le commandement des troupes. Hasdrubal remarque vite le génie militaire de son jeune parent et place Hannibal en tête de la cavalerie. Cette expérience lui sera des plus utiles pour les années à venir. 8 ans plus tard, Hasdrubal est assassiné par un esclave. Malgré les doutes de Carthage concernant Hannibal, ses troupes lui vouent une confiance aveugle. Les soldats les plus âgés le nomment commandant en chef et le considèrent comme la réincarnation de son père. Il n'a alors que 26 ans. Hannibal fait penser à Alexandre le Grand. Il a un père guerrier qui l'emmène en campagne dès son plus jeune âge. Il acquiert ainsi une expérience précieuse. Et quand il prend la tête de l'armée, ses hommes le respectent. Mais comme pour Alexandre, ce lien de sang ne suffit pas. D'autres Carthaginois dans la même situation n'ont pas aussi bien réussi. Hannibal a su exploiter cet avantage et devenir un grand général. Ces 16 années en Espagne constituent le premier acte de son incroyable épopée. Il lui reste encore à accomplir la tâche qui l'obsède, porter la guerre jusqu'à Rome. À l'époque, Rome est à la tête d'une confédération de provinces de l'Italie centrale et méridionale. Elle se développe rapidement, mais elle est encore loin de l'empire qu'elle deviendra plus tard. Le nord de l'Italie vient juste d'être conquis. Les Gaulois qui y vivent sont d'humeur rebelle. Hannibal sait bien que Rome est la grande puissance mondiale. Mais il ne la croit pas invincible. Il décide de prendre son temps et de tester sa propre puissance à l'ouest, loin de l'influence romaine.
Hannibal mène son armée jusqu'au Tage, où il se heurte aux forces ibériques bien plus nombreuses. Selon la légende, il aurait traversé le fleuve de nuit et surpris l'ennemi. Avant même la mi-journée, la victoire lui est acquise et les pertes sont limitées. Ces éléphants ont fait le plus gros du travail, en chargeant et piétinant l'infanterie ibérique. Les mastodontes sont l'arme secrète des Carthaginois. Ces animaux, de nature paisible, sont spécialement dressés pour la guerre. Le jour de la bataille, on les nourrit de figues. Cela provoque une allergie cutanée semblable à l'eczéma qui les rend nerveux et agressifs. On leur donne aussi de l'alcool pour les encourager à charger l'ennemi. C'est en sachant exploiter le terrain qu'Hannibal a pu remporter sa première victoire. Il s'est abrité derrière une rivière pour dérouter l'immense armée ibérique. Il a aussi combiné plusieurs corps d'armée, les éléphants et la cavalerie. Ce génie militaire nous donne un avant-goût de ce qu'il accomplira plus tard contre les Romains. Les Romains prennent vite connaissance de la victoire carthaginoise. Hannibal, pour sa part, se tourne ensuite vers la cité ibère de Sagonte, qui s'est alliée à Rome. Il assiège la ville. Les Romains, occupés à combattre les Gaulois rebelles en Italie du Nord, ne peuvent pas envoyer leur armée. Hannibal sait bien qu'ils ne viendront pas en aide à Sagonte. La ville tombe au bout de 8 mois de siège. C'est un véritable affront à la puissance romaine. La prise de Sagonte fut une étape capitale. Hannibal devait maîtriser la ville pour ne pas avoir l'ennemi sur ses talons lorsqu'il se tournerait vers Rome. Cette expérience lui a montré la difficulté d'assiéger une ville, même modeste. C'en est trop pour les Romains. Ils envoient un ambassadeur à l'Assemblée carthaginoise et exigent qu'Hannibal soit livré à leur justice. Les dirigeants puniques ne sont pas d'humeur belliqueuse, mais cette fois, les Romains vont trop loin. Les marchands refusent de se plier à leurs exigences. Les frères ennemis sont de nouveau en guerre. Hannibal joue la carte de la surprise. Au lieu d'attendre que l'armée romaine ne l'attaque en Espagne ou en Afrique, il décide de marcher sur l'Italie. Il veut porter la guerre jusqu'à Rome et la détruire avant qu'elle ne détruise Carthage. Les Romains étaient trop sûrs d'eux. Ils pensaient qu'il leur suffirait d'envahir l'Espagne et l'Afrique pour gagner la guerre. Depuis la première guerre punique, ils contrôlaient la mer. Or, la voie maritime semblait la plus légitime pour parcourir une si longue distance. Jamais ils n'auraient imaginé qu'Hannibal mènerait toute une armée à travers des territoires hostiles et 2 chaînes de montagnes pour venir les attaquer chez eux. Mais le propre Hannibal est justement d'imaginer l'inimaginable. Il comprend que l'Italie est le point faible de la puissance romaine. L'union des villes italiennes est encore précaire. Pour couronner le tout, les habitants du Nord, les Gaulois, viennent juste d'être vaincus et ramenés sous le contrôle romain. Ils rêvent toujours de revanche. Hannibal planifie alors une campagne qui est entrée dans l'histoire. Pour préparer son expédition, Hannibal agit en tout point comme un général moderne. Il se renseigne, il noue des alliances en chemin, sans oublier de protéger ses territoires en Espagne et en Afrique, en laissant des hommes sur place pour les défendre. Dans le plus grand secret, Hannibal rencontre des émissaires de tribus gauloises du côté français des Alpes. S'il les convainc de se joindre à lui, il pourra franchir la montagne sans combattre. Il reçoit également des Gaulois de la vallée du Pô, espérant qu'ils se rebellent contre Rome et se joignent à son armée. Son objectif est de rallier à sa cause toute la coalition italienne. En cette année 218, les Romains avaient établi 2 nouvelles colonies sur le Pô,
Avant de traverser la région, Hannibal voulait savoir comment il serait reçu. Il a donc envoyé un émissaire en Italie du Nord. En juin, l'homme était de retour à Carthagène en Espagne avec des nouvelles rassurantes. Sans attendre, Hannibal mit son armée en marche. Hannibal quitte l'Espagne avec 90 000 hommes et plus d'une trentaine d'éléphants. Il se lance à travers l'Espagne du Nord, jusque dans les Pyrénées. Mais très vite, il rencontre des problèmes. Une armée en marche a des besoins considérables. C'est une ville ambulante. Partout où elle passe, surtout dans les territoires reculés, elle dévore tous les vivres, s'approprie tout le fourrage, tout le bois de chauffage, et laisse les habitants exsangues. Rien d'étonnant alors à ce que certains d'entre eux tentent de lui bloquer le passage. Les Romains auraient pu l'intercepter alors qu'il se dirigeait vers l'actuelle Marseille. Mais les services de renseignement d'Hannibal ont toujours une longueur d'avance, et il réussit à les éviter. Les manœuvres des Romains au début de la guerre montrent qu'ils ignoraient totalement les plans d'Hannibal. Ils ont envoyé une armée en Espagne et une autre en Sicile, afin d'envahir l'Afrique. L'armée à destination de l'Espagne a fait escale à l'embouchure du Rhône et a appris par hasard qu'Hannibal était en marche. Elle a entendu dire qu'il franchissait les Pyrénées alors qu'en réalité, il traversait le Rhône, à quelques centaines de kilomètres au nord de leur position. L'armée punique paye un lourd tribut pour éviter les Romains. Les éléphants sont terrifiés par les eaux déchaînées du Rhône. En cet endroit, le fleuve mesure 200 à 500 mètres de large. Selon Polybe, un historien grec, de nombreux hommes se sont noyés quand leurs éléphants tombèrent des radeaux. Près de 5 mois ont passé depuis leur départ. Quand ils arrivent au pied des Alpes, c'est déjà l'automne. Les journées sont froides et les nuits glaciales. Les soldats, pour la plupart nés en Espagne et en Afrique, souffrent terriblement. De plus, ils doivent faire face aux attaques de peuplades locales. La plupart des éléphants périssent dans les Alpes. Épuisés, les pattes blessées par cette escalade forcée, les mastodontes refusent de faire un pas de plus. Sous la neige et le vent, leur température chute et beaucoup meurent d'hypothermie. Aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer comment une armée entière a pu franchir les Alpes. Hannibal aurait pu choisir la facilité en longeant la côte. Mais non, il a parcouru 300 km de Marseille à Grenoble et a littéralement traversé les Alpes à la fin de l'automne, avec son armée et ses éléphants. Certes, il avait quelques alliés, mais de nombreuses tribus lui étaient hostiles. Et le voilà qui arrive en Italie du Nord, près de Turin. Les Romains ont dû être éberlués. Jamais ils n'auraient imaginé que cela puisse arriver. L'armée d'Hannibal n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des dizaines de milliers d'hommes et des milliers de chevaux ont trouvé la mort dans ce périple. Hannibal est désormais à la tête de 20 000 soldats à moitié morts de faim, de 6 000 cavaliers sur des montures squelettiques et de 2 éléphants. À son arrivée en Italie, Hannibal tient à se reposer après cette marche harassante. Son objectif à court terme est de nouer des alliances dans la région. Il veut montrer aux Romains qu'il est capable de gagner des batailles jusqu'aux portes de leur territoire. À long terme, il souhaite rallier les anciens alliés romains à sa cause jusqu'à ce que la Confédération italienne vole en éclats. Une fois l'équilibre renversé, il espère contraindre Rome à capituler. Au sud, les Romains et leurs alliés rassemblent une armée. Ils disposent d'une réserve de 750 000 hommes, 30 fois plus que l'envahisseur.
Mais l'armée d'Hannibal ne cesse de grandir. Des myriades de Gaulois rebelles se rallient à lui. 5000 cavaliers et 10 000 fantassins le rejoignent. Les historiens de cette époque sont pour la plupart romains. Ils décrivent Hannibal comme étant malicieux, fourbe et cruel. Pourtant, même eux reconnaissent son don extraordinaire pour motiver les hommes. Tite-Live nous raconte comment il a fait de cette bande épuisée de mercenaires, de militaires, de nouvelles recrues et de pique-assiettes une armée digne de ce nom. Face à des soldats de toutes origines parlant des langues différentes, les mots sont inutiles. Il organise donc un spectacle à la portée de tous. Selon Tite-Live, les prisonniers de guerre capturés dans les Alpes ont le choix, se battre pour leur liberté ou vivre en esclavage. Ceux qui choisissent la première solution doivent s'affronter en combat singulier. Le vainqueur reçoit des armes, une armure et un cheval, et il est libre de partir. Le vaincu a droit à un autre genre de libération, la mort. Le message est très clair. Hannibal fait comprendre à ses hommes que s'ils se battent et triomphent, les richesses de Rome sont à eux. S'ils meurent au combat, ils seront soulagés de leur peine. Mais s'ils ne font rien, ils seront réduits à l'esclavage. L'arrivée de Hannibal en Italie ne passe pas inaperçue. Il livre une première grande bataille qu'il remporte à la rivière Trevi. Mais les Romains le sous-estiment encore. Ils croient envoyer une armée citoyenne bien entraînée et dévouée contre une troupe bigarrée de barbares. Deux chemins possibles s'offrent à Hannibal pour avancer vers Rome. De leur côté, les consuls romains Flaminius Nepos et Geminus prennent chacun la tête d'une armée. Ils comptent diriger Hannibal vers un point stratégique où les deux armées lui fondront dessus simultanément. Flaminius laisse Hannibal passer à l'endroit prévu, puis se lance à sa poursuite. Il espère ainsi le pousser vers l'armée de Geminus. Mais Hannibal a un excellent service de renseignement. Il est au courant du piège et s'attelle à séparer les deux armées. Pour attirer Flaminius, il pille la région fertile du Chianti. En découvrant le lac Trasimène en Ombrie, Hannibal décide de tendre une embuscade. Il y a 2000 ans, le niveau des eaux était plus élevé qu'aujourd'hui. Ce passage étroit, baptisé Malpasso, le mauvais pas, se trouvait à l'époque au bord de l'eau. Malpasso est un passage obligé pour traverser la petite vallée coincée entre une colline abrupte et le lac. Hannibal positionne ses troupes dans les bois de l'étroite vallée. Il envoie ensuite une partie de ses hommes établir un camp sur une colline distante et leur ordonne d'allumer le plus de feu possible à la nuit tombée. Le piège est en place. Quand les Romains aperçoivent les feux, ils pensent que l'armée d'Hannibal tente de fuir. Le lac Trasimène, comme le dit Tite-Live, était l'endroit rêvé pour une embuscade. Il était impensable pour Flaminius, à la tête d'une armée de 25 000 hommes, de tomber dans un tel guet-apens. Le général imaginait sûrement qu'Hannibal se jetterait dans la gueule du loup. C'est une embuscade à très grande échelle. Il n'y en a pas d'équivalente dans toute l'histoire militaire. À l'aube, Flaminius part à la recherche des foyers qu'il a aperçus la veille. 20 000 hommes et 5 000 chevaux s'engagent en rang par deux dans l'étroite vallée. C'est une embuscade dans les règles de l'art. À la tête d'une armée imposante, Flaminius croit poursuivre Hannibal en fuite. Il progresse rapidement le long de la berge pour rattraper l'ennemi et engager le combat.
Malheureusement pour lui, Hannibal a intelligemment caché ses hommes le long de la berge. Il a su exploiter le terrain. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 35 000 hommes d'Hannibal patientent en silence pendant que les 25 000 Romains passent à quelques mètres d'eux. Parmi ces guerriers puniques, des Gaulois dont les familles ont été massacrées 2 ans auparavant par l'armée de Flaminius. Ils avaient hâte de prendre leur revanche. La cavalerie carthaginoise referme le piège en bloquant le passage derrière les Romains. Hannibal donne alors l'ordre d'attaquer. L'armée romaine n'a pas le temps de se mettre en formation. La plupart des hommes sont trucidés avant même d'avoir compris ce qui se passe. Tite-Live nous raconte qu'un Gaulois du nom de Decarius reconnaît l'armure du commandant qui a ravagé son village. Il se précipite vers le consul Flaminius et le transperce de sa lance. Son corps et son armure ne furent jamais retrouvés. Geminus, le commandant de la seconde armée romaine, apprend la nouvelle trop tard. Il envoie 4000 hommes en renfort, mais tous sont tués. Le reste des troupes de Flaminius est acculé aux berges du lac par cette armée de Numides, d'Espagnols et de Gaulois. Ne pouvant plus reculer, ils sont massacrés ou noyés sous le poids de leur armure. Plus de 16 000 soldats romains trouvent la mort à Trasimène. Pour encourager la dislocation de la Confédération italienne, Hannibal ordonne de traiter avec clémence tous les prisonniers qui ne sont pas romains. Il a relâché les alliés italiens en leur disant « Dites à vos amis que je ne suis pas venu ici pour vous combattre. Je suis venu combattre Rome à votre place. » Cela démontre bien que son objectif est de convertir les alliés de Rome à sa cause pour battre Rome avec ses propres armes. En 216 avant Jésus-Christ, alors qu'Hannibal poursuit sa progression en Italie, les vivres viennent à manquer. Pour y remédier, le chef punique fait un raid sur une réserve de blé de l'armée romaine à Cannes, une ville du sud de l'Italie. Hannibal s'empare de la ville fortifiée et reconstitue ses réserves. Il s'apprête désormais à affronter l'ennemi face à face, en terrain ouvert. Apprenant que les Carthaginois se sont emparés des réserves situées à Cannes, les 2 nouveaux consuls romains réunissent chacun une armée pour anéantir Hannibal une fois pour toutes. Ils sont 86 000 contre 50 000 Carthaginois. Mais les Romains sous-estiment une fois de plus Hannibal. L'armée romaine avait des tactiques de combat archaïques. Elle comptait sur la force et la cohésion du groupe. Hannibal avait une culture militaire différente. Son modèle était Alexandre le Grand. Lors des combats, il combinait plusieurs corps armés, la cavalerie et l'infanterie. Chacune défendait l'autre, une stratégie incompréhensible aux yeux des Romains. En surnombre, les Romains sont convaincus de l'emporter. Mais une fois encore, Hannibal sait exploiter le terrain. Il monte son camp de manière à avoir le vent dans le dos. Les Romains prennent en pleine figure les rafales chargées de poussière. Le chef punique peut alors mettre son plan en action. L'exploit d'Hannibal à Cannes est d'autant plus impressionnant qu'il était en infériorité numérique. Ces hommes ont réussi à encercler une armée presque 2 fois plus nombreuse.
Cette bataille est entrée dans les annales. Elle est encore étudiée de nos jours par les généraux en herbe. Cannes est le chef-d'œuvre d'Hannibal. Les deux armées se font face. Le plan des Romains est simple. Ils utiliseront leur supériorité numérique pour fendre les lignes carthaginoises. Mais Hannibal a soigneusement placé ses hommes. Un rang de frondeurs et de lanceurs de javelots protège l'infanterie. Ce sont eux qui lancent les hostilités. Alors que la bataille s'engage, le consul romain Paul Émile est gravement blessé par le projectile d'une fronde. Ce rideau de lanceurs cache aux Romains la disposition des forces carthaginoises. Hannibal a placé ses solides fantassins gaulois au centre pour encaisser le gros de l'attaque. L'infanterie d'élite africaine est quant à elle légèrement en arrière, sur chaque côté. La cavalerie numide est placée près des collines. Elle fait front à une cavalerie romaine de taille équivalente. Près de la rivière, on trouve les cavaliers espagnols ou gaulois. Ils sont 3 fois plus nombreux que les cavaliers romains qui leur font face. Hannibal veut inciter les Romains à attaquer les rangs de fantassins gaulois au cœur de son armée. Alors que les deux camps se rapprochent, l'infanterie africaine reste légèrement en retrait. Le plan fonctionne. Au centre, les Gaulois essuient le gros de la charge romaine, comme Hannibal l'a prévu. Du côté des collines, c'est l'impasse. Les bataillons de cavalerie sont à force égale. Mais au bord de la rivière, la cavalerie romaine est aux abois. Malgré son acharnement, elle ne peut rien faire contre des adversaires si nombreux. Forcée de reculer le long de la rivière, elle finit par battre en retraite. Ce qui va suivre démontre l'incroyable autorité naturelle qu'Hannibal exerce sur ses hommes, même en plein combat. Au lieu de poursuivre les Romains en déroute, la cavalerie carthaginoise traverse le champ de bataille pour rejoindre l'autre flanc. Au centre du terrain, les Romains semblent proches de la victoire. La formation en arc de cercle d'Hannibal se redresse. Les Romains affluent toujours plus nombreux vers le point faible de sa ligne de front. C'est alors que sur le côté du champ de bataille, la cavalerie romaine voit les chevaux puniques lui fondre dessus. De peur de se retrouver piégée, elle préfère battre en retraite. Les Numides la poursuivent pour s'assurer qu'elle ne reviendra pas. Le plan d'Hannibal fonctionne à merveille. Les Romains se regroupent vers ce qu'ils pensent être le point faible, le centre. Peu à peu, ils laissent le champ libre à l'infanterie carthaginoise postée sur les côtés. Soudain, les Romains se rendent compte qu'ils sont cernés. Ils sont attaqués sur 3 fronts. Serrés les uns contre les autres, ils n'ont pas de place pour manier leur épée. Et voici la cavalerie qui revient et charge par l'arrière. Les Romains sont attaqués de toutes parts. Bien que plus nombreux, ils ne peuvent échapper à ce piège qui se referme. La bataille tourne au massacre. « 55 000 Romains sont tués. Les hommes tombent plus vite qu'à la bataille de la Somme. L'historien grec Polybe décrit le sort de l'armée romaine avec force détail. Les rangs périphériques continuèrent de tomber et le reste des hommes fut peu à peu cerné. Incapables de bouger, tous moururent sur place. Alors que le massacre faisait rage, les Numides tuèrent la plupart des cavaliers romains en déroute et désarçonnèrent les autres.
Ce jour-là, près de 60 000 Romains ont péri. Les 2 consuls ont été tués, ainsi que tous les officiers. Une génération entière est tombée à Cannes. Seul ce petit monument est là pour commémorer une des plus grandes batailles de tous les temps. Avant lui, aucun général n'avait jamais tué autant d'ennemis en un seul jour. 55 000 Romains sont morts et 19 000 sont faits prisonniers. Hannibal a perdu 5 700 hommes, dont 4 000 Gaulois. Cette bataille aurait pu être un tournant fatidique de l'histoire. La fine fleur de l'armée romaine est décimée. Le commandant de la cavalerie, Maharbal, demande à Hannibal d'ordonner la prise de Rome. Mais le général refuse. Ces hommes doivent d'abord recouvrer leurs forces. Maharbal fulmine. Selon Polybe, il aurait dit à Hannibal « Tu sais comment remporter une bataille, mais tu ne sais pas tirer profit d'une victoire. C'est la preuve que les dieux sont sages, ils t'ont donné de nombreux talents, mais pas tous. » On se demandera toujours ce qui se serait passé si Hannibal avait marché sur Rome juste après son triomphe à Cannes. C'est comme se demander où en serait l'Europe si l'Allemagne avait envahi la Grande-Bretagne après sa victoire inattendue sur la France en 1940. C'est une question de psychologie. Les Romains étaient sous le choc et ils auraient pu demander la paix. Mais en réalité, tout n'était pas si simple. Les Romains avaient toujours des chevaux. Rome était entourée de hauts murs. L'armée d'Hannibal aurait mis 1 ou 2 semaines à arriver. Pendant ce temps, les Romains auraient pu organiser la résistance. Et n'oublions pas que le siège de villes fortifiées n'a jamais été le fort des Carthaginois. Pourquoi Hannibal attend-il ? Les réponses à cette énigme sont nombreuses. Peut-être ne veut-il pas détruire Rome. Veut-il seulement l'obliger à signer un nouveau traité de paix? S'attend-il à ce que la Confédération italienne s'effondre enfin? Ou peut-être connaît-il simplement ses limites? Selon Tite-Live, Hannibal ordonne à ses hommes d'arracher leurs bagues à tous les soldats romains. Il les met ensuite dans un sac qu'il confie à Magon, son jeune frère. « Apporte-les au sénateur de Carthage, lui dit-il, et transmets-leur un message. » Ainsi, à l'automne de l'an 216 avant Jésus-Christ, Magon pénètre dans le Sénat carthaginois. Il déclare à la foule qui l'acclame: Hannibal a anéanti l'armée romaine. Envoyez-nous des renforts, et il réglera définitivement son compte à Rome. Pour appuyer ses dires, il verse sur le sol les milliers de bagues arrachées aux doigts des Romains vaincus. Mais les sénateurs discutent et tergiversent. Ce contretemps a changé l'histoire de l'Europe. Quand les renforts arrivent enfin, il est trop tard. Rome relève la tête. Sans le savoir, ces sénateurs frileux ont sonné leur propre glas. Après la défaite de Cannes, les Romains comprennent que tout affrontement direct avec Hannibal est vain. Ils changent donc de tactique et se bornent à gêner sa progression et à harceler ses troupes. Romains et Carthaginois s'enlisent dans un conflit aux allures de guérilla. Une guerre des nerfs qui durera plus de 10 ans. La grande erreur d'Hannibal est de ne pas avoir su provoquer autant de défections qu'il l'escomptait au sein de l'alliance romaine. Il a mal jugé la force de cette alliance. Il s'attendait peut-être à ce que la Confédération romaine vole en éclats plus facilement, comme l'avait fait l'alliance carthaginoise quand les Romains avaient envahi l'Espagne et l'Afrique. Ça aurait été la seule stratégie qui permette de vaincre Rome. 7 ans après Cannes, en Espagne, l'armée romaine reprend Carthagène aux troupes d'Hannibal.
Elle prive ainsi Carthage de sa principale source de revenus et Hannibal de sa réserve de soldats. Les troupes basées en Espagne parviennent à s'échapper. Au lieu de rentrer en Afrique, elles traversent les Alpes vers l'Italie. Menée par l'autre frère d'Hannibal, Hasdrubal Barca, elles projettent de rejoindre Hannibal près de Rome. Mais elles échouent. Les Romains, qui ont eu vent de ce plan, les interceptent au nord de l'Italie. L'historien grec Polybe nous raconte la façon cruelle dont Hannibal apprend l'issue de cette fatale rencontre. Un cavalier solitaire entre au galop dans son camp au sud de Rome et jette un objet à terre. La tête d'Hasdrubal. Désormais, Hannibal est seul et il le sait. Pire encore, son ennemi a su tirer les leçons de ses erreurs. Hannibal a modifié à jamais l'organisation militaire des Romains. Avant Cannes, il changeait de général tous les ans. Après la défaite, ils comprirent que les généraux devaient avoir une expérience du commandement qui durait plusieurs années. Sans cette expérience, les Romains n'auraient jamais conquis tout le bassin méditerranéen. Les grands généraux romains, comme Jules César ou Pompée, ont tous gardé leur grade pendant des années. Scipion le Jeune est le premier de ces grands généraux qui ont bâti l'Empire romain. Après avoir balayé les troupes carthaginoises en Espagne, il entreprend de vaincre l'homme qu'il admire le plus au monde. En Italie, Hannibal est dans l'impasse. Mais pour que les Carthaginois perdent vraiment la guerre, les Romains doivent leur prouver qu'ils n'ont plus le monopole des bons généraux. C'est ce qu'ils font grâce à Scipion le Jeune, plus tard surnommé Scipion l'Africain. Présent lors de batailles remportées par Hannibal, il a appris à ses dépens le sort terrible qu'un bon commandement pouvait réserver à une armée. En Espagne, puis en Afrique, il mit tout son génie en œuvre pour infliger aux Carthaginois ce qu'Hannibal avait fait subir aux Romains. Scipion décide d'ignorer les troupes d'Hannibal en Italie du Sud et de porter le conflit en Afrique. Il sait qu'Hannibal sera contraint de revenir défendre Carthage. Ainsi, après être resté 13 longues années en Italie, Hannibal rentre enfin en Afrique. Ses hommes s'apprêtent à combattre les Romains à Zama, en Numidie. Cette bataille allait s'avérer décisive. La veille du combat, Hannibal et Scipion se rencontrent pour parlementer. C'est la rencontre des deux plus grands généraux de leur temps. Scipion a un atout dans son jeu. Il a passé un accord avec la cavalerie numide d'Hannibal. Contre une certaine somme d'argent, elle a accepté de changer de camp. Scipion doit maintenant attendre qu'elle arrive. C'est une feinte digne d'Hannibal lui-même, et un coup fatal porté aux Carthaginois. À Zama, même le grand Hannibal ne peut rien faire pour éviter le désastre. Nous sommes en 202 avant Jésus-Christ. Après 17 ans de combats incessants, la deuxième guerre punique s'achève. Zama est le Waterloo de la deuxième guerre punique. Il y a deux raisons à la défaite d'Hannibal. Tout d'abord, il a pour ennemi un général aussi doué que lui. Tout comme Napoléon a affronté Wellington à Waterloo, Hannibal a rencontré Scipion à Zama. Ensuite, la qualité des deux armées a changé. L'infanterie romaine est toujours plus nombreuse que celle d'Hannibal, mais elle est désormais composée de soldats aguerris qui se battent depuis 20 ans. En outre, l'armée romaine dispose maintenant d'alliés à cheval. Sa cavalerie jouit donc d'une supériorité numérique, tout comme celle d'Hannibal à Cannes. C'est cette cavalerie qui offre la victoire à Scipion. Les Carthaginois envoient rapidement une délégation pour négocier la paix avec Rome. Pour faire bonne figure, ils finiront même par bannir Hannibal de leur ville. Hannibal a été banni de Carthage en partie à cause de son engagement politique. Décidé à nettoyer la ville de la corruption, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais Rome a aussi fait pression sur Carthage. Elle redoutait que sous l'influence d'un grand leader comme Hannibal, Carthage ne retrouve sa magnificence d'antan. Rome, de son côté, ne cesse de gagner en puissance. Pour Hannibal, c'est une tragédie. Après tant d'années de lutte, il voit sa ville humiliée et son ennemi couvert de gloire. La guerre contre Hannibal marque un tournant dans l'histoire de l'Empire romain.
Avant cela, l'influence de Rome se limitait à l'Italie. Après, l'Empire s'étend à l'Espagne et à l'Afrique du Nord. Il double ses revenus grâce aux taxes que les Carthaginois lui payent. Pendant la guerre, Hannibal a tenté de s'allier à la Grèce. À peine Carthage vaincue, l'armée romaine s'en prend à ce nouvel ennemi. Donc c'est cette guerre contre Hannibal qui marque le début de la suprématie romaine sur toute la Méditerranée. Même en exil, Hannibal ne baisse pas les bras. Alors que Rome étire ses tentacules vers l'est de la Méditerranée, il offre ses services à quiconque est prêt à la combattre. Les Romains, quant à eux, le pourchassent sans relâche. Il finit par rejoindre l'armée de Bithynie, en guerre contre Pergame, un État allié aux Romains. Là encore, même dans les dernières années de sa vie, il fait preuve de toute l'inventivité qui a terrifié l'armée romaine. La bataille a lieu sur l'eau. Cela donne à Hannibal une idée. À l'époque, les rameurs sont nus et les marins très légèrement vêtus. Dans une telle situation, rien de plus effrayant qu'une attaque avec des bombes de serpents venimeux. Simple comme bonjour. Dès le début de la bataille, les pots pleins de serpents explosent et sèment la panique. La Bithynie a la victoire assurée. C'est un signal d'alarme que les Romains ne peuvent ignorer. En apprenant qu'Hannibal s'est mêlé à la bataille, ils envoient une armée pour le capturer. Il est finalement piégé dans un village de Bithynie, Libissa. Hannibal a 63 ans. Les soldats de l'ennemi qu'il a combattu toute sa vie encerclent sa villa. Il sait que les Romains veulent le capturer et le ramener en Italie, où il sera exhibé comme un trophée de guerre. Une humiliation qu'Hannibal ne saurait supporter. Son ultime victoire est de les priver de cette vengeance. Voici ces derniers mots tels que nous les rapporte Polybe. Soulageons le peuple romain de son angoisse, puisqu'il trouve si dur d'attendre la mort d'un vieil homme. Bien sûr, on sait qu'Hannibal a perdu. Mais mon Dieu, quelle superbe défaite. Il a levé une armée en Espagne, parcouru le sud de la France, franchi les Alpes et remporté de glorieuses victoires. Son nom a traversé les âges. C'était un grand général. D'accord, il n'a pas pris Rome. Mais au moins, il a essayé. Mais pour Rome, l'aventure ne s'arrête pas à la mort d'Hannibal. Les Romains se sentent toujours menacés par Carthage, qui reste une grande puissance commerciale. Mais est-ce une raison suffisante pour décider de détruire la cité? En réalité, les Romains ne supportent pas le souvenir de leur humiliation. Le seul moyen d'exorciser ce mal est de rayer la ville de la carte. « 35 ans après la mort d'Hannibal, les Romains assiègent Carthage. Il leur faut 3 ans pour mener à bien leur tâche. En 146 avant Jésus-Christ, ils pénètrent dans la cité, massacrent 450 000 personnes et réduisent la ville en cendres. Enfin, pour parachever leur œuvre, ils enterrent les ruines et maudissent solennellement quiconque tentera de les reconstruire. Et Polybe de conclure: tout ce qui est advenu aux Romains et aux Carthaginois, le mal comme le bien, a une seule et même origine: Hannibal.